L'enregistrement a démarré. Stéphanie, bah, écoute, je te propose de commencer. Très On bien, assume que les autres personnes arriveront. très bien, on les fera venir. Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue donc avec la Team France Export Occitanie à ce nouveau webinaire dans le cadre des rendez-vous Viti Export, donc trimestriel, qu'on organise en partenariat avec les interprofessions régionales. Toujours un temps fort des développeurs export en région et des entreprises, donc qui se retrouvent autour d'un webinaire et de 2 jours de rendez-vous individuels qui sollicitent pour des renseignements. Donc, ravi de vous retrouver tous ce matin. Quelques consignes techniques habituelles. Voilà, comme on a dit, si vous pouviez couper vos micros quand vous intervenez pas, vous aurez le support donc qui vous sera envoyé. Micro et caméra peut-être hein, pour un débit correct. Comme on a des intervenants qui sont de très loin aujourd'hui. On vous enverra donc l'enregistrement en replay et le support. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et on les retransmettra aux intervenants au fil de l'eau. C'est mon collègue Guillaume qui va le faire. Je réalise que je ne me suis pas présentée. Je suis Stéphanie Gnolf de l'agence ADOC au département 20. Et c'est déjà aussi l'occasion de passer la parole à Philippe. Philippe écoute, donc qui va vous introduire un petit peu plus la thématique et nos intervenants qui en remercient très chaleureusement. Merci Oui. Philippe. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Alors pour le premier rendez-vous qu'on vous avait proposé il y a maintenant 2-3 mois, ce premier rendez-vous export de l'année 2024, on avait choisi une thématique très commerciale et d'actualité qui était, vous en souviendrez pour ceux qui étaient là, où exporter les vins occitans cette année en 2024 à travers le monde. Et pour ce second rendez-vous de l'année, on a souhaité, en revanche, opter pour une thématique, un sujet beaucoup plus technique, mais néanmoins qui a son importance, notamment pour des produits comme vous qui sont destinés quand même à un public large, et un sujet ou une thématique dont on voit qu'elle est plus ou moins appréhendée de manière très variable par vous, exportateurs. Donc vous l'avez compris, on va traiter aujourd'hui de la propriété intellectuelle appliquée au vin, et plus exactement de la protection de vos marques à l'international, et puis son corollaire naturellement qui est les moyens qui s'offrent à vous pour lutter contre la contrefaçon, si contrefaçon il y a. Pour cela, on accueille trois experts qui aujourd'hui ont accepté d'intervenir auprès de nous, et je les en remercie à nouveau chaleureusement. Trois experts de l'Institut national de la protection de la propriété industrielle. Alors vous le verrez, certains sont basés en France, d'autres sont basés beaucoup plus loin à l'étranger, puisqu'on va faire des zooms, on veut que ça soit très pratique et très applicatif sur certains marchés majeurs, notamment en grand export, qui sont soit incontournables pour nous, soit qui sont d'avenir. Donc on parlera de la Chine, on parlera du Royaume-Uni, alors c'est hors de l'Union européenne, c'est pas grand export, mais c'est hors de l'Union européenne. On parlera de l'Inde, on parlera aussi du Benelux. Malheureusement, les fuseaux horaires ne nous ont pas permis, ben, vous le comprenez, de mobiliser les équipes de l'INPI sur la partie ouest du globe, donc tout ce qui est le fuseau horaire Amérique du Nord et Amérique latine. Donc voilà, donc on accueille aujourd'hui Jean-Baptiste Barbier, qui est le directeur INPI Occitanie. À nouveau, sois le bienvenu, Jean-Baptiste, et merci à nouveau d'avoir répondu au pied levé à notre sollicitation. Tu seras accompagné par deux de tes collègues qui sont en poste à l'étranger. Le premier, qui est la première, elle est conseillère à la propriété intellectuelle auprès de l'ambassade de France en Chine. Elle est basée à Pékin. Bonjour Julie, Julie Hervé, tu es avec nous. Merci à nouveau Bonjour. de te prêter au jeu. Et tu seras toi aussi accompagné par ton homologue auprès de l'ambassade de France en Inde à New Delhi, Sébastien Conan. Merci à nouveau à toi de te joindre à nous pour cette séquence. L'idée aujourd'hui, comme vous Bonjour à l'avez bien tous. compris, c'est
Et ben, après, j'imagine une petite explication, un petit cadre général, c'est vraiment partager avec nous votre analyse, vos recommandations en termes de propriété intellectuelle pour des exportateurs de vin. Si vous pouvez prendre des exemples, ça serait super. Et comme l'a dit naturellement Stéphanie, on est un petit comité, donc vraiment n'hésitez pas, vous qui êtes derrière la caméra, à poser vos questions, soit dans le chat, soit à prendre la parole tout simplement. Jean-Baptiste, Julien, Sébastien, on a une grosse heure, si on peut déborder, on a jusqu'à midi s'il le faut. Comme on dit en bon anglais, the floor is yours. Donc je ne sais pas, Jean-Baptiste, je te laisse la main et pour défiler les slides si tu en es d'accord. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Stéphanie. Est-ce que vous voyez le PowerPoint qui s'affiche? On le voit très bien Ok, je le mets en grand en mode écran grand et je écran. coupe ma caméra pour la borne. Voilà, bah c'est parti, on va droit au but, mais on va quand même rappeler le point de départ de votre réflexion, de votre protection, la France, l'Union européenne. Parmi tous les signes distinctifs de l'entreprise que vous avez déjà, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, la marque est le signe qui confère la plus solide protection juridique et notamment qui permet d'agir en contrefaçon. Alors pourquoi protéger votre marque? Comme vous le savez, avec la mondialisation du marché viticole, une protection internationale est nécessaire. C'est un véritable passeport de commercialisation, la marque. Ça facilite l'accès durable au marché à l'export et on va voir qu'une marque, c'est territorial. Donc, c'est important de se poser la question, quels sont mes marchés, où sont mes territoires où je souhaite être protégé. Ça vous permettra, ou ça vous permet déjà, d'éviter qu'un concurrent utilise ou enregistre votre marque avant vous, ce qui créerait naturellement des difficultés pour votre image et votre stratégie commerciale. Bien sûr, je l'ai dit, on ne peut pas lutter contre des usurpations ou des contrefaçons sur un territoire sans avoir une marque valablement enregistrée sur ce territoire. Bien sûr, une marque rassure vos partenaires, importateurs, distributeurs à l'international. Parfois, ils l'exigent d'ailleurs que vous soyez protégé. Ça vous permet de construire sereinement votre réputation et d'accroître votre image de marque. Enfin, un mot à retenir, anticipation, anticiper. Ça coûte toujours beaucoup plus cher de réagir à un problème plutôt que d'anticiper la protection. Voilà, quelques rappels sur les conditions de validité d'une marque pour la France, mais pour de nombreux pays. Important de signaler que la marque doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être descriptive, et naturellement, elle doit être disponible. Ça veut dire que pour chaque territoire, la marque ne doit pas être en conflit avec des droits antérieurs détenus par un tiers, un de vos concurrents, qui serait un signe identique ou similaire pour des produits identiques. Quelques exemples de marques enregistrées. J'ai regardé ce matin rapidement dans les bases de données, que ce soit pour la France ou pour l'Union européenne. Vous avez retrouvé quelques marques qui vous appartiennent et qui montrent la diversité des possibilités de protection en tant que marque. La marque, c'est finalement, lorsqu'on dépose une marque, c'est une case blanche dans laquelle on inscrit le signe verbal ou visuel qu'on souhaite protéger, ou parfois la combinaison des deux. Voilà, vous voyez, ça peut être bien sûr le nom de l'entreprise, le nom du domaine, ça peut être un nom créé pour une cuvée, ça peut être en couleur, en noir et blanc, ça peut être stylisé avec des caractères spécifiques. Ça peut être la combinaison d'un logo et de signes verbaux. Ça peut être la forme d'une bouteille également, si elle est distinctive. Et ça peut être aussi, dans certains cas, l'étiquette, avec une réserve quand même. On préconise de favoriser la protection de signes qui ne contiendraient pas des mentions obligatoires ou facultatives de la réglementation sur l'étiquetage.
afin d'éviter une difficulté avec une interprofession qui ne souhaite pas que les producteurs déposent leur signe adjoint avec l'appellation. Là, on voit Saint-Chinian, par exemple. Donc, l'INPI ne refuse pas ce type de marque, mais certains pays peuvent le refuser. Donc, il faut privilégier la protection de la dénomination avant tout élément graphique, afin de conserver le plus longtemps possible l'antériorité de la marque. Car si le signe visuel change, la marque ne protège plus. Comment protéger votre marque? Eh bien, voilà, choisir le signe à protéger, vérifier vous-même la disponibilité, c'est de votre responsabilité. Et pour cela, vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels en France ou dans les pays qui vous intéressent. Plusieurs stratégies de protection, tout dépend à quel niveau de portefeuille de marque vous êtes. Bien sûr, la voie nationale initiale, qu'elle soit française ou Union européenne. Et puis, il existe une voie internationale qui permet d'étendre cette protection initiale dans des pays que vous souhaiteriez viser. Et dans certains cas, on va le voir avec la Chine, parfois le dépôt direct, directement auprès de l'office chinois est plus efficace. Voilà, on peut parler tarifs. Voilà, une marque à l'INPI, c'est 190 € pour une classe. Si vous faites le choix de déposer directement dans les pays qui vous intéressent, c'est intéressant s'ils sont peu nombreux, sachant que vous devrez gérer les relations avec chacun des offices, notamment au moment du renouvellement. Il existe des marques régionales, notamment pour l'Union européenne. Ça veut dire 27 États membres, 27 pays, 27 territoires. Voilà, 850 € pour l'Union européenne. Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, ont constitué une organisation et donc il est possible de protéger sa marque uniquement dans ce pays si vous êtes juste intéressé par celui-là, par cela. Et puis cette procédure internationale qui est un système centralisé, ça n'est pas une protection internationale, c'est une protection pour chacun des pays que vous désignez. Voilà, des éléments qui vous permettront d'aller retrouver les informations, notamment sur les bases de données, pour vérifier vous-même la disponibilité de votre marque avec cette base de données TMView qui compile beaucoup de données officielles de nombreux pays. Et bien sûr, pour vous, producteurs de vin ou de spiritueux, c'est la classe 33 qui vous concerne. À signaler et avec beaucoup de réactivité si vous le souhaitez en bénéficier, parce que ce fonds pour les PME auxquels vous êtes éligible en tant qu'entreprise française vous permet une réduction significative des taxes de dépôt de marque en France ou pour un autre pays de l'Union européenne ou pour l'Union européenne, 27 États membres dont la France, mais pas bien sûr le Royaume-Uni ni la Suisse. Et puis cette procédure internationale pour les pays hors de l'Union européenne. Vous avez des taxes significatives, vous pouvez faire la demande dès maintenant, parce que ce fonds va arriver à épuisement probablement début ou mi-juillet, et une fois que vous avez la validation de cette subvention de l'Union européenne, vous avez 2 mois pour déposer votre ou vos marques dans la limite de 1 000 € de remboursement. Voilà, donc une offre à saisir rapidement. C'est pas sûr que ce fonds soit reconduit l'année prochaine, ou en tout cas pas dans des conditions si avantageuses. Mais je rappelle, il faut d'abord faire la demande de subvention avant de déposer vos marques. Et ensuite, sur la base de ce numéro de validation, vous pourrez obtenir le remboursement, soit de 75%, soit de 50%. Un autre dispositif que vous connaissez peut-être, qui s'applique aussi à l'extension de vos marques à l'international, c'est l'assurance prospection de BPI France. Un petit focus sur le Royaume-Uni, qui, comme vous le savez, a quitté l'Union européenne. Et donc, depuis janvier 2021, les marques de l'Union européenne antérieures qui
sont devenus un droit de marque au Royaume-Uni, mais il faudra donc renouveler à l'avenir auprès de l'Office du Royaume-Uni. Et pour les nouveaux dépôts, se poser la question, est-ce que je dépose directement au Royaume-Uni ou est-ce que je l'intègre dans une stratégie de dépôt par ce système centralisé international pour désigner le Royaume-Uni et peut-être d'autres pays. Alors, à quoi ça sert une marque? Voilà, c'est d'abord une protection juridique. Bien sûr, c'est pas que ça, c'est aussi une manière je l'ai dit, de rassurer vos partenaires, d'accroître l'image de marque, d'accéder sereinement à des marchés. Mais pour le volet juridique, ça vous permet une multitude d'actions pour faire respecter votre droit de marque, puisque une marque, c'est un monopole d'exploitation qui vous appartient pour les produits qui sont désignés et qui vous permet d'interdire à d'autres toute utilisation. Ce sont des procédures faciles et simples à activer en France ou pour l'Union européenne. On verra pour l'Inde et la Chine plus tard. Mais voilà, classiquement, il y a possibilité sur la base d'une marque de s'opposer à un nouveau dépôt qui serait en conflit avec votre marque. On peut aussi annuler une marque antérieure. Lorsque vous subissez un préjudice, vous avez la possibilité d'agir devant les tribunaux judiciaires pour faire réparer le préjudice, obtenir des compensations des dommages-intérêts et puis voilà, faire stopper l'atteinte rapidement, c'est possible. Action pénale lorsque vous êtes face à des réseaux criminels. Action conjointe avec la douane pour retenir les marchandises contrefaisantes, soit aux frontières extérieures de l'Union européenne ou de la France, soit aussi à l'intérieur du marché européen, pour pouvoir retenir les contrefaçons et les saisir et les détruire. Mais pour ça, encore une fois, il faut que votre marque soit valablement enregistrée. Et puis, si vous avez des difficultés sur Internet, beaucoup de sites Internet ont mis en place des systèmes de signalement, de notification lorsque vous constatez des atteintes à votre marque, à vos photos officielles qui ont un droit d'auteur. Il est possible de collaborer avec ces plateformes, qu'elles soient françaises ou étrangères, en France ou ailleurs. Voilà un petit récapitulatif des bons réflexes. Encore une fois, s'assurer de la disponibilité de votre marque, de vos marques sur les territoires ciblés avant le dépôt, élaborer une stratégie de protection globale et puis dans certains cas compléter avec une tactique selon les nouveaux marchés visés. Donc jouer avec les différentes voies de protection nationales, régionales, internationales qui désignent un certain nombre de pays. Sur l'exploitation de vos marques, il est important de se constituer des preuves d'usage, parce que dans beaucoup de pays, lorsque une marque n'est pas exploitée, elle peut être annulée. Voilà. Signaler tout changement dans la vie d'une marque, que ce soit le titulaire, s'il y a un changement de nom de société, de forme juridique, d'adresse, lorsqu'il y a une licence, toutes ces informations doivent être signifiées aux offices de la propriété intellectuelle, aux offices de marque, afin que la marque reste opposable. Bien sûr, pour maintenir la protection de la marque, il est nécessaire de renouveler tous les 10 ans indéfiniment, si la marque est toujours utile et utilisée. Une marque qui n'est plus utilisée, est-ce qu'il est utile de la maintenir en vigueur? Une question à se poser. Et ce renouvellement, c'est à vous de prendre l'initiative de faire cette procédure. Vous ne serez pas averti, donc à vous ou à votre conseil, si vous êtes accompagné, à surveiller ces échéances, parce que une marque peut, si elle n'est pas renouvelée, n'est plus protégée. Vous avez la possibilité de faire des veilles et même de faire des alertes sur les bases de données, notamment DataINP pour les marques françaises ou qui désignent la France. Ça vous permet de vous opposer à des nouvelles marques, des nouvelles demandes de marques. Enfin, surveiller les marchés, et peut-être avec l'aide de vos partenaires commerciaux sur les marchés physiques ou Internet, afin de détecter les usurpations ou les contrefaçons et choisir la voie la plus efficace
pour mettre fin à l'atteinte. Le lien sur la demande d'intervention douanière qui est gratuite et qui vous permet, sur la base d'une marque française ou de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, d'agir avec l'aide de la douane pour détecter et retirer du marché des contrefaçons. Passons au-delà de la France et de l'Union européenne, à l'international, vaste territoire pour lequel l'INPI vous aide, vous soutient, avec, vous voyez, un rayonnement partout sur vos principaux marchés. N'hésitez pas, ils sont à votre disposition. De quelle manière ils peuvent vous aider? Comme aujourd'hui, pour vous sensibiliser à l'intérêt de vous protéger dans les pays où ils sont implantés et faciliter votre développement commercial. Vous expliquez les spécificités locales. C'est différent au Japon, aux États-Unis. Voilà, il faut s'adapter à chaque système et puis identifier les stratégies les plus efficaces pour vous au moment où vous questionnez. On a des fiches que vous pourrez regarder sur une quarantaine de pays. Et puis, dans certains cas, vous verrez avec les exemples de Julie et de Sébastien, l'INPI et ses conseillers peuvent vous soutenir dans des procédures administratives, judiciaires, vous faciliter les échanges avec les autorités locales afin de trouver une solution. Voilà, on a une revue à laquelle l'INPI contribue beaucoup, qui vous permet d'être informé des nouveautés, des actualités sur le droit des marques dans beaucoup de pays. Et on passe déjà au focus sur la Chine avec Julie. Peut-être avant de basculer sur ça, est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent? Moi, je ne sais pas, de la part notamment des opérateurs. Est-ce que c'est clair? Moi, j'avais peut-être une question. Est-ce que c'est une pratique que vous, opérateurs, vous faites de déposer vos marques sur vos marchés export, ou c'est quelque chose de systématique, d'aléatoire, de pas fait? Je suis curieux de vous écouter. Enfin, on est curieux de vous écouter sur ce point, peut-être, avant de basculer sur le focus de la Chine. Je ne sais pas si notre ami cadurcien est en ligne, Georges Vigourou, la société Georges Vigourou, Monsieur Suavé. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites ou d'autres. Oui, Allez-y, je vous en prie. absolument. Absolument. On fait le dépôt des marques dès qu'on le sent nécessaire et en suivant la démarche qui nous a été décrite. Et on a aussi un cabinet d'avocats qui suit les dépôts et fait la surveillance. Donc oui, on a fait ça pour se protéger. Et à quel moment vous le faites? Au moment de la protection, au moment de la prospection, ou réellement quand vous commencez à contractualiser? En fait, c'est préventif, anticipatif, ou c'est le moment venu? C'est quoi Alors, quand vous démarrez? sur l'Europe et sur les marchés où on est présent depuis longtemps, bon, je ne saurais dire, ça fait un moment qu'on Oui. l'a fait, donc tout ça et autres. Après, bon, si on prend l'exemple de la Chine tel qu'il vient, effectivement, c'est plutôt quand on contractualise, quoi. Voilà, c'est la dernière fois que je l'ai fait. D'ailleurs, ça a été un peu une demande aussi de l'importateur. Donc on l'a fait et alors voilà, on l'a fait d'autant plus qu'il était prêt à le faire pour nous. Donc on a dit non, 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 on va le faire. Donc on a pris des devants avant qu'il ne le fasse lui-même. Et voilà. Merci pour ce témoignage, Monsieur Suavé. Je ne sais pas si d'autres entreprises veulent témoigner à ce stade. Non. Écoute, Julie, du coup, transition parfaite, Allez, puisqu'on parlait de la Chine. c'est Merci, parfait. Monsieur Suavé. Très bien. Alors, donc, je vous propose de passer à la Chine. Alors, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet de comment protéger sa marque en Chine, j'avais envie quand même de faire un petit rappel de ce qu'est la propriété intellectuelle en Chine pour peut-être répondre à certains préjugés que l'on a
sur la Chine en matière de propriété intellectuelle, notamment parce qu'on entend beaucoup parler de ce sujet dans la presse. Mais voilà, j'avais envie de remettre un petit peu les choses à plat. D'abord pour vous dire que la propriété intellectuelle en Chine, c'est en fait une matière qui est, très récente, puisqu'elle date, des années 70-80. Les premières lois en la matière ont été adoptées, dans ces années-là, donc c'est quand même relativement récent et depuis cette époque, le cadre de protection de la propriété intellectuelle a énormément évolué, s'est structuré et on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, le cadre législatif et réglementaire est, conforme aux standards internationaux en Chine. Et d'ailleurs, ce mouvement de structuration du cadre de protection, c'est vraiment accompagné d'un mouvement de prise en considération, des enjeux de propriété intellectuelle par les Chinois, par les innovateurs chinois, par les entreprises chinoises qui se sont mis à déposer énormément. Donc on a, des chiffres de dépôts qui sont vraiment colossaux, sur le territoire chinois. Il y a une progression qui a été vraiment, exponentielle. Donc vraiment les Chinois utilisent beaucoup ces mécanismes de protection. Ils déposent à eux seuls, près de la moitié des dépôts de marques dans le monde, et donc il faut aussi être conscient de ça quand on arrive en Chine, c'est que, si vous ne déposez pas, en fait, les autres, eux, s'y déposent. Donc mouvement de structuration de la propriété intellectuelle qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tout va bien à ce niveau-là. Il reste encore un certain nombre de problématiques, et notamment, quelque chose que l'on entend beaucoup et qui est, encore, vrai, c'est que la Chine reste, la première économie d'origine des contrefaçons au monde. Donc il suffit de regarder les chiffres, hein, par exemple, les chiffres des saisies en Union européenne, les saisies douanières, 74 des marchandises suspectées d'enfreindre des droits de propriété intellectuelle qui ont été saisies en Union européenne proviennent de Chine. Donc on voit que voilà, la Chine est encore très présente sur ce point-là, qui est là aussi un argument qui prône pour la protection de vos droits de propriété intellectuelle dès le territoire chinois. Et une fois qu'on a dit ça, ce que j'aime quand même rappeler comme message, c'est que, on peut se protéger en Chine, on peut faire valoir des droits de propriété intellectuelle en Chine, mais il y a voilà, un prérequis nécessaire, donc ça a été dit déjà, c'est de commencer par, prendre des mesures pour protéger vos droits de propriété intellectuelle, donc très souvent faire des dépôts et donc c'est le cas pour la marque. Alors, si on passe sur la slide suivante, pourquoi protéger sa marque en Chine? Jean-Baptiste l'a dit, la marque, c'est une protection qui est territoriale, donc une marque en France ou en Europe ne vous protège pas sur le territoire chinois. La seule façon d'obtenir une protection sur ce territoire, c'est de protéger un dépôt. Et ce dépôt vous sécurise dans vos relations avec vos importateurs, avec vos distributeurs. Le témoignage que l'on vient d'avoir à l'instant, va dans ce sens. C'est vraiment, parfois, ces personnes-là qui sont à l'origine de la demande et surtout, c'est souvent ces personnes-là qui sont très enclines à procéder au dépôt, pour vous, voire à votre place, et il faut absolument, ne pas se trouver dans cette situation d'autoriser donc un importateur ou un distributeur à déposer la marque à votre place. C'est vraiment à vous de le faire, donc il faut l'anticiper et voir, le leur interdire quand c'est possible. Et puis, quelque chose qui est très important aussi, c'est que, en Chine, la présence du e-commerce, est extrêmement importante, et que si vous souhaitez vous aussi, profiter de ce canal, de, distribution et de commercialisation, si vous souhaitez vendre en ligne sur des plateformes chinoises, vous aurez très souvent l'obligation de fournir un certificat d'enregistrement de marque pour pouvoir ouvrir une boutique. Donc dans certains cas, le dépôt de marque n'est même pas une option, c'est une obligation. Donc autant l'anticiper, et le faire dans les meilleures conditions possibles. Passons à la slide suivante pour voir donc, les, différentes possibilités, de dépôt. Jean-Baptiste en a parlé. Est-ce qu'il vaut mieux déposer par la voie nationale ou par la voie internationale? C'est donc 2 options qui s'offrent à vous. Les 2 présentent des avantages et des inconvénients. On a souvent tendance à recommander, un dépôt par la voie nationale si vous êtes dans la situation suivante: la Chine vous intéresse, vous avez envie de vous protéger sur ce territoire, mais vous avez
pas forcément d'autres territoires à sécuriser en même temps. Donc vous allez vraiment entamer des démarches de protection spécifiques. Vous êtes intéressé par la Chine, en ce moment et vous souhaitez vous y protéger. Le dépôt par la voie nationale est plus intéressant dans la mesure où il permet de vous protéger de manière plus précise, et d'obtenir directement un certificat de marque. Cependant, les inconvénients sont que, vous avez en tant qu'entreprise étrangère l'obligation de vous faire représenter par un cabinet en Chine, par un mandataire. Alors ça peut être un cabinet français, ça peut être un Français qui travaille dans un cabinet chinois. Il y a plusieurs possibilités, mais il faut, vous faire représenter et évidemment toutes les procédures et tous les échanges avec l'Office chinois des marques se feront en chinois. Donc l'obligation de se faire représenter par un mandataire finalement, vous est aussi, plutôt favorable. Passons donc, à la slide suivante, pour, aborder le point suivant qui est, quand vous déposez en Chine, on recommande également très fortement de déposer votre marque en caractères latins. Donc la marque telle que vous l'exploitez aujourd'hui très certainement, hein, vous avez sûrement choisi un nom, qui s'écrit avec des caractères latins, il peut être très, utile, voire recommandé de faire traduire votre marque, et de déposer le nom chinois, donc de votre marque. Pourquoi? Parce que, déjà, avoir un nom en caractère chinois, ça vous aidera à communiquer auprès de votre clientèle, qui aura peut-être du mal à prononcer un nom en français, par exemple. Donc avoir une traduction en chinois, ce sera plus facile pour les clients de vous identifier, de vous reconnaître. Et surtout, ça vous offre une sécurité supplémentaire, parce que si vous ne déposez pas votre marque en chinois, si vous ne traduisez pas vous-même votre marque, vous laissez la place à, des contrefacteurs potentiels, de le faire et de déposer à votre place. Donc, pour, traduire, le nom en chinois, il y a plusieurs façons de procéder. Je rentre pas dans le détail, hein, il y a des agences qui peuvent, vous accompagner sur ce travail de traduction. Je vous ai mis, sur la slide quelques petits exemples pour vous montrer que, dans le secteur, alors c'est pas que les vins et spiritueux, mais agroalimentaire en général, les autres le font aussi, hein, y compris de grandes entreprises dont on pourrait se dire que leur nom sont suffisamment connus, en caractère latin pour qu'elle n'ait pas à le faire. Donc voilà, ça vous montre bien l'importance de faire ce dépôt et cette traduction. Sur la slide suivante, je vous explique un petit peu quelles sont les principales problématiques rencontrées par les entreprises françaises en matière de marque en Chine. L'idée n'est pas du tout, ni d'être paranoïaque, ni de vous effrayer, simplement de vous expliquer concrètement quels peuvent être les enjeux et les difficultés, pour que vous soyez bien préparés. La difficulté qui est à mon sens, l'une des plus grandes et qui touche, les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est celle du trademark squatting, ou que l'on appelle aussi les dépôts de marque de mauvaise foi. L'idée en fait, c'est, que, des, Chinois, qu'il s'agisse de, particuliers ou d'entreprises, sont très actifs pour procéder à des dépôts de marques étrangères, y compris parfois en caractère latin, donc à la place, des entreprises étrangères. Et ça se fait souvent avant l'arrivée des entreprises étrangères sur le territoire chinois. C'est-à-dire que, on a beaucoup de situations dans lesquelles les entreprises, étrangères ou françaises, soit elles ont commencé à prospecter, et à se faire connaître sur le territoire chinois, soit parfois elles ont juste une activité normale et elles se sont fait repérer parce que c'est des entreprises qui commencent à grossir un petit peu, et donc leurs marques sont déposées par des tiers. C'est une situation qui est compliquée, à traiter lorsque l'on est victime de ces agissements, et ça illustre, la nécessité d'anticiper. Jean-Baptiste l'a dit, anticiper, c'est vraiment le maître mot, anticiper au maximum les dépôts. Parce que, si vous déposez suffisamment tôt, à ce moment-là, vous ne laissez plus de place, aux déposants de mauvaise foi qui ne peuvent plus déposer à votre place. Donc vraiment, c'est important voilà, d'anticiper. Et puis, d'autres difficultés qui peuvent, se présenter, c'est les problématiques de limitation, voire de la contrefaçon, flagrante.
Donc là encore, le fait d'avoir des droits délivrés, enregistrés sur le territoire chinois, ça vous permettra d'envisager de les faire respecter. Et puis, dernière difficulté qui arrive encore aujourd'hui, c'est les difficultés de disparité, territoriale en Chine. La Chine est un territoire immense, et les autorités ne sont pas toujours aussi réceptives aux enjeux de propriété intellectuelle, suivant les zones dans lesquelles on se trouve. Mais ça, c'est une problématique, à laquelle on peut faire face une fois qu'on a des droits enregistrés, notamment quand on va élaborer la stratégie de défense, de ces droits. Voilà. Sur la slide suivante, je voulais attirer votre attention, sur une pratique qui est très, très répandue et qui est, problématique à certains égards. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà reçu des emails de ce type. Des emails de soi-disant, agences, de marques, voire, dans le cas présent, là, ce que je vous montre sur la slide, c'est une arnaque, là, pour le coup, qui tourne très, régulièrement en ce moment. J'ai beaucoup, beaucoup d'entreprises qui m'ont fait remonter ce type d'email venant de cet, acteur, donc qui s'appelle, mmip.org.cn et qui se fait là, passer pour l'Office de propriété intellectuelle chinois. Donc le principe, c'est, de vous faire peur en vous disant: «Quelqu'un a déposé votre marque à votre place». Comme il se trouve que c'est une problématique qui est assez courante, en général, on est plutôt enclin à, se laisser impressionner et donc ces, agences qui vous démarchent vous proposent des actions pour, lutter contre ces dépôts, frauduleux. Ma recommandation, c'est de ne pas donner suite à ce type de démarchage, mais évidemment, c'est quand même le bon moment pour s'interroger sur: est-ce que votre protection en Chine est suffisante? Est-ce qu'il faut, entreprendre des démarches? Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter directement, voire à vous tourner vers, votre cabinet, de propriété intellectuelle, habituel pour, faire un point et vous assurer que, voilà, vous êtes bien protégés en Chine. Sur la slide suivante, voilà, parlons un petit peu des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir, sur ce volet, protéger la marque en Chine? On l'a dit et répété, mais on ne le dira jamais assez, procéder au dépôt de titre le plus tôt possible. C'est d'autant plus vrai qu'en Chine, les droits de marque naissent à compter de l'enregistrement de la marque et donc, contrairement à la France, les droits ne naissent pas à compter du dépôt. C'est-à-dire que vous déposez à un instant T, Mhm. si l'examen se fait en 6 mois, votre marque est délivrée 6 mois plus tard, vous aurez des droits 6 mois plus tard. Si pour une raison ou une autre et ça arrive, la procédure d'enregistrement est plus longue, et vous n'avez une marque qu'1 mois, 1 an après la date de dépôt, et bien, voilà, vous n'avez, enfin vos droits ne naissent qu'à compter de la date de l'enregistrement. Donc il faut vraiment anticiper, l'idée étant de faire, donc vous l'aurez compris, d'entamer ces démarches avant même, d'entamer vos démarches de prospection commerciale sur le territoire. Donc ça implique d'anticiper, mais c'est beaucoup plus confortable, de procéder de la sorte. Il faut, une fois que vous avez déposé et que votre marque est enregistrée, s'assurer d'être en possession du certificat d'enregistrement. Sa délivrance est automatique si vous passez par, un dépôt par la voie nationale, pardon. Ça n'est pas le cas si vous passez par la voie internationale, donc pensez bien à le demander, pour l'avoir, pour, le cas, échéant, pouvoir le fournir, très rapidement si un jour vous en avez besoin. Donc traduire les marques, les déposer en caractère chinois, on l'a dit. Gardez en tête également que ce que je vous explique, c'est vrai pour, la Chine continentale, mais qu'un dépôt en Chine continentale ne vous protège pas, ni à Hong Kong, ni à Taïwan, ni à Macao, qui sont des systèmes, de propriété intellectuelle différents et qui impliquent des démarches spécifiques, donc pour être protégé sur ces 3 territoires. La relation, distributeur-partenaire, on en a dit 2 mots donc déjà, faites vraiment attention à ces partenaires qui sont parfois des partenaires aujourd'hui, mais qui demain peuvent devenir des concurrents. Contractualisez vos relations avec ces personnes-là, même si vous n'êtes que dans une relation de vente, ayez des contrats écrits et n'hésitez pas à insérer des clauses spécifiques, notamment pour interdire à ces, personnes-là de faire des dépôts de marque
à votre place. Et il faut savoir que dans le domaine des vins et spiritueux, très souvent, l'importateur a l'obligation de fournir un nom en caractère chinois, un nom de marque en caractère chinois. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je le précise et ça plaide encore une fois pour que vous traduisiez vous-même votre nom en caractère chinois, parce que sinon, l'importateur, en fait, lui, en a besoin d'un nom traduit en caractère chinois. Et si vous ne lui donnez rien, il fera la traduction lui-même. Le pas entre faire la traduction et procéder lui-même au dépôt est facile à franchir, donc vraiment soyez très vigilants par rapport à ça. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts, c'est important, parce que, c'est un sujet quand même, d'importance pour votre entreprise et qui présente, voilà, un certain nombre de spécificités, parce que, on est sur un territoire différent, donc il faut prendre en compte ces spécificités-là et les experts pourront, vous aiguiller. Et puis n'oubliez pas aussi que, si vous avez d'autres types, de création, il existe aussi d'autres outils, de propriété intellectuelle qui peuvent vous être utiles. Donc là encore, les experts peuvent, vous orienter. Et quand je dis experts, donc évidemment, je pense aux services de l'État, hein, notamment à notre réseau, INPI, mais aussi à des cabinets si besoin. Passons maintenant à la question de la lutte anti-contrefaçon en Chine. Une fois qu'on a des droits, comment est-ce que, on va les défendre? Je précise, mais je crois que ça c'est ressorti assez clairement de mon propos jusqu'à présent, le fait de lutter contre la contrefaçon en Chine, ça n'est possible que si vous avez des droits valides, valables, enregistrés, délivrés en Chine. Une fois qu'on a ces droits, plusieurs voies d'action, permettent de lutter contre la contrefaçon. Donc c'est très similaire à ce que vous a présenté, Jean-Baptiste, d'une manière, générale, hein. En Chine, vous avez plusieurs manières de lutter contre la contrefaçon. Il ne faut pas croire et il ne faut pas penser, que la seule voie possible, c'est la voie, judiciaire. Donc vous avez tout un panel d'actions possibles, administratives, douanières, voire passer par d'autres mécanismes juridiques comme la concurrence déloyale. Donc, voilà, il y a un ensemble de choses, possibles. L'idée étant d'élaborer la meilleure stratégie possible dans votre situation. Et si on passe à la slide suivante, on a là encore quelques recommandations pratiques, les bonnes pratiques sur la lutte anti-contrefaçon en Chine. Surveillez l'utilisation de votre marque déjà, pour avoir un peu des indications. De ce qui se passe, faire de la veille, utiliser, tous les mécanismes de recours administratif possibles, notamment auprès de l'Office des marques lorsque c'est possible. Enregistrer vos droits auprès des douanes chinoises, c'est également une possibilité. Elle est très complémentaire du fait d'enregistrer vos droits auprès des douanes de l'Union européenne. Et puis constituez-vous des preuves, Jean-Baptiste l'a dit également, voilà, gardez ça en tête aussi pour la Chine. Si j'ai encore quelques minutes, je voulais juste vous présenter très rapidement Oui. 2 cas pratiques dans le domaine des vins et spiritueux, très bien. Ce sera très rapide, hein, juste un exemple, pour vous montrer, ce cas, dans lequel, l'Office chinois des marques a annulé, la marque, donc vous avez à droite de l'écran, qui ressemblait donc une marque en caractère chinois là. C'est un bon exemple de la nécessité de traduire vos marques en chinois. Cette marque, à droite de l'écran a été annulée parce qu'elle était, jugée trop proche de la marque, traduite en chinois, de Jägermeister, donc la marque Jäger. Voilà, donc un exemple, à ce niveau-là. Et puis sur le volet lutte anti-contrefaçon, un cas, également, d'un alcool chinois. Un gros cas, une grosse affaire de contrefaçon avec un grand nombre de bouteilles qui ont été saisies, un réseau qui a été 13 personnes arrêtées. On peut vraiment parler d'un réseau de contrefacteurs, qui a été, démantelé, et des amendes et des peines d'emprisonnement très lourdes, hein, pour de la contrefaçon, jusqu'à 5 ans et 6 mois, d'emprisonnement. Donc, on voit que, on peut faire valoir, des droits de propriété intellectuelle quand on en a, parfois les actions peuvent aboutir et les sanctions peuvent être, réellement, dissuasives. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu passer quelques questions que j'ai pas vraiment eu le temps de lire, mais je vais regarder On un va les petit peu prendre. pour, ouais, très bien.
On va les prendre. Moi, j'en avais une, on va les prendre dans la suite. Tu parlais qu'il fallait anticiper un maximum pour le dépôt de la marque compte tenu du délai d'enregistrement de la marque en Chine. Est-ce que tu pourrais nous donner en moyenne une durée d'enregistrement en Chine pour une marque qui pourrait être une marque de vin tout simplement? Mhm. Alors, moi, j'ai tendance à être plutôt prudente, donc je dirais que si vous avez idéalement la possibilité d'anticiper à 1 an et demi, c'est idéal, parce que même si l'Office chinois des marques communique sur une durée d'examen plutôt courte, hein, entre 6 et 9 mois, et avec la volonté toujours de réduire cette durée d'examen, en réalité, parfois, la procédure d'examen est un peu longue, notamment quand il y a des droits antérieurs à faire tomber, besoin de dialoguer avec l'office. Donc, il vaut mieux anticiper, voilà, 1 an et demi, pour être sûr que on est vraiment tranquille. Mais si vous n'avez pas 1 an et demi devant vous, c'est pas grave, on y va quand même, on anticipe à partir du moment où enfin, l'idéal, je trouve, c'est quand même, de déposer avant de commencer à réellement commercialiser en Chine. Une autre question qui est la corollaire, quel est le coût moyen de dépôt de marque en Chine? Difficile de vous faire une moyenne, comme dans tous les dépôts de marque, il faut distinguer 2 aspects, l'aspect, taxe de l'office de propriété intellectuelle qui sont relativement, faibles, raisonnables en Chine, on va dire, au regard du territoire, couvert. C'est moins d'une centaine d'euros, pour, ce qui est des taxes, même une cinquantaine d'euros, je dirais. En revanche, ce qui fait beaucoup varier le prix du dépôt, c'est, les honoraires d'un cabinet de conseil, puisque donc si vous passez par la voie nationale, vous avez l'obligation de vous faire représenter. Donc là, moi, je recommande souvent de demander des devis et de les comparer. Il faut compter aux alentours de 1 000 €, je dirais, pour un dépôt. Mais encore une fois, suivant la manière dont se passe la procédure, s'il y a des réponses à faire à l'office, on peut, voilà, avoir besoin d'avancer un petit peu plus d'argent, pour, faire les procédures complémentaires. Mais le mieux, c'est vraiment de demander des devis et de les comparer. Merci. Une dernière question de Alex Briand. Le dépôt en caractère chinois est-il un dépôt séparé du dépôt de la marque en version originale ou est-il nécessaire de faire deux dépôts distincts, l'original et l'autre traduit donc? Oui, en fait, on est vraiment sur des dépôts différents. En fait, il faut vraiment déposer la marque, comme vous l'exploitez. Donc soit en Chine, vous vous dites: «Bah, j'exploiterai toujours, marque plus caractère chinois, enfin marque caractère latin plus caractère chinois en un tout et je dépose le tout». Mais l'idéal est quand même de faire des dépôts distincts, c'est-à-dire de déposer votre marque comme vous l'exploitez partout ailleurs et ensuite, séparément de déposer le nom traduit en caractère chinois. C'est ça qui vous donne la meilleure protection. Mais ça implique effectivement de faire 2 dépôts. C'est clair. Et dernière question, qui est un peu une question assez classique pour une entreprise qui voudrait démarrer sur ce marché-là et qui voudrait par exemple faire un gros salon, le Tangjangui ou le ProWine, c'est quoi la reco en fait? On dépose avant Bah, on dépose avant. pour éviter le trademark On squatting? dépose avant. Moi, je pense qu'il faut bien peser enfin, on dépose avant, c'est sûr et si on n'a pas déposé avant, on réfléchit à 2 fois avant de participer. On a vu beaucoup de cas, enfin trop de je dis beaucoup, mais j'ai vu des cas d'entreprises qui participent à des salons, y compris à des actions collectives et qui, découvrent, 3 semaines, 1 mois après que leur marque est déposée par, Eh n'importe oui, qui, en fait. Vous allez exposer sur un salon, n'importe qui fait le tour du salon, repère votre marque, se dit: «Tiens, je vais regarder, la marque n'est pas déposée, hop, je la dépose» et ça peut être très problématique. Donc la décision stratégique vous appartient, mais je pense que c'est important de se poser la question: «Est-ce qu'il vaut mieux, risquer de se trouver dans cette situation-là ou attendre 1 an avant de participer au salon, y aller en étant serein parce qu'on a fait les bonnes démarches de protection et que voilà, on se sécurise, pour l'avenir?» Et je sais que certains acteurs, de l'accompagnement des entreprises à l'export, Business France aujourd'hui par exemple, exigent, que les entreprises aient mmh, déposé leur marque, pour participer à des salons et je pense que c'est effectivement une recommandation qui est assez sage. mmh. Merci. Je vois que Guillaume a aussi levé la main. Guillaume?
Oui, merci Philippe. Merci beaucoup, hein, Julie, pour tous ces renseignements et ces conseils. Donc, on a bien noté, hein, que le principal point, c'est d'anticiper. Du coup, j'ai une petite interrogation concernant un double dépôt, on va dire, dans un premier temps, en caractère latin, donc il ne sera valide que à enregistrement, et qu'il faudrait essayer de déposer 1 an à l'avance. Si on souhaite donc faire un dépôt doublé d'un dépôt de marque traduit, est-ce qu'il faut le faire du coup 2 ans à l'avance? Attendre la première année que ce soit enregistré, puis faire un nouveau dépôt qui peut également faire prendre une autre année, ou ça va être beaucoup plus rapide dans ce cas-là? Non, moi ce que je pense que vous pouvez déposer les 2 en même temps. C'est-à-dire que enfin, D'accord. il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes prêt maintenant pour déposer votre marque en caractère latin et dans ce cas-là, n'attendez pas, allez-y. Parallèlement à ça, entamer, peut-être une réflexion sur la manière dont traduire votre nom et une fois que c'est prêt, vous déposez. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est, j'anticipe au maximum, c'est-à-dire à partir du moment où je sais que la Chine va m'intéresser, hop, je dépose. C'est ça la solution idéale. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop anticiper puisque vous avez quand même l'obligation d'exploiter une marque sur le territoire, et de vous constituer des preuves d'usage au risque de vous la voir, contestée si vous ne l'exploitez pas pendant une période de 3 ans. Donc voilà, mais à partir du moment où vous vous dites: «Là, dans les prochaines années, on va aller en Chine», faites le dépôt et commencez par, ce qui est le plus simple, c'est souvent donc le dépôt en caractère latin et parallèlement à ça, entamer, des réflexions sur la traduction et une fois que c'est prêt, vous déposez. Vous n'avez pas l'obligation d'attendre une première réponse de l'office sur votre dépôt en caractère latin pour entamer le dépôt en caractère chinois. Il n'y a pas du tout d'obligation, à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup, Julie. Je vous en prie. Merci Julie. Si on a clôturé la séquence de questions pour la Chine, on bascule sur un autre pays continent. Merci Philippe. Effectivement, Sébastien, allez. un autre pays continent, oui. Donc bonjour à toutes et à tous. On peut passer au slide suivant. Merci. Voilà, quelques chiffres un petit peu dans tous les sens pour montrer un petit peu l'image que l'on peut avoir de l'Inde depuis l'Europe, notamment, hein, un pays qui effectivement bouge beaucoup depuis ces dernières années. Moi, voilà, ça fait 3 ans que je suis en poste à Delhi. Ça va faire 3 ans que je suis en poste à Delhi et en 3 ans, j'ai constaté beaucoup de changements sur la propriété intellectuelle, mais pas que. Effectivement, un pays qui, sur un plan politique, qui s'affiche comme étant de plus en plus ouvert aux produits étrangers, qui dans les faits reste un pays protectionniste. Donc avec des politiques publiques du type Make in India, avec Inde autonome, donc une forte volonté malgré tout de production locale pour le marché local. Donc ça, c'est un élément qu'il faut quand même avoir en tête quand on veut venir en Inde. Effectivement, ça peut paraître comme un Eldorado. Certains parlent de Chine 2.0. Enfin, oui, sur certains sujets. Malgré tout, on va le voir rapidement. Ça reste un pays qui est difficile d'accès. Maintenant, pour prendre quelques chiffres, voilà, donc 1,4 milliard d'habitants. Bon, on verra très rapidement que c'est pas la cible client pour vos produits, ou du moins c'est pas la cible potentielle. Une croissance qui est réelle, hein, entre 6 et 7%. Les échanges commerciaux entre la France et l'Inde qui continuent de croître avec 20% d'exportation française par rapport à l'année fiscale, 20% de plus par rapport à l'année fiscale précédente. Maintenant, des exportations très concentrées, hein, essentiellement sur le secteur aéronautique,
Je vais pas voilà, revenir sur les sujets qui sont apparus dans les journaux avec des ventes effectivement colossales en termes d'avions. Et puis une présence française qui est pas forcément parmi la plus importante, mais qui est malgré tout réelle, avec environ 700 filiales qui sont présentes sur le territoire indien. Donc slide suivante. Merci. Alors, le marché des vins et spiritueux en Inde, alors j'aurais peut-être plutôt dû réduire au marché des spiritueux en Inde. Alors effectivement, on est sur un pays où voilà, il y a une consommation d'alcool qui est relativement importante, essentiellement sur des alcools forts en degré d'alcool, de type whisky, vodka, bière, et donc le vin va rester, pour le moment, reste une niche. Maintenant, cette niche, voilà, je vous disais 1,4 milliard d'habitants. Bon, il y a encore une très très grande proportion de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et qui n'aura jamais les moyens en fait d'acheter des vins d'importation. Là, on estime qu'en Inde, on est à peu près à une dizaine de millions de consommateurs réguliers de vin de manière générale. Avec, alors le chiffre ne veut pas forcément dire grand-chose. J'ai mis 20 millions en termes de projection. Ça pourra peut-être être 30 millions, 40 millions, ça on ne le sait pas, mais ce qu'il faut savoir sur ce pays, c'est qu'il y a une nécessité en fait comment dire, d'éduquer en fait le futur client à la dégustation du vin, parce que l'Indien en fait a tendance à boire de l'alcool pour boire de l'alcool et pas forcément dans un contexte de saveur et de dégustation. Donc votre cible client va être principalement, en fait, ça va être une cible anglophone dans les grandes villes de l'Inde, comme Delhi, comme Bombay, comme Bangalore. Alors, je disais marché difficile d'accès. Les droits en fait, les droits de douane et les taxes qui sont demandées parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation, enfin tout ce qui est production, fabrication, distribution, des vins et spiritueux en Inde se passe au niveau des États. Hein. L'Inde est un État fédéral, donc on a un État central et puis 29, si je ne me trompe pas, États et 7 territoires de l'Union. Et donc, chaque État va avoir sa propre politique d'assises, par exemple, de taxes sur les alcools. Même si ça a fortement diminué, les droits de douane représentent malgré tout 150%. Donc, sur le litre d'alcool qui est importé. Donc, je vous disais que les droits d'assises sont différenciés d'un État à l'autre. Par exemple, à Delhi, il faudra rajouter 65% en fait du prix initial unitaire de la bouteille. Et à cela, vous allez rajouter des taxes complémentaires qui peuvent être, par exemple, de 10%, et puis une GST qui est, enfin une TVA, pardon, qui est de l'ordre de 18%. Donc un produit, un vin importé en Inde revient relativement cher et donc s'adresse à une catégorie de personnes qu'on va qualifier classe moyenne supérieure. Dernier point sur le marché indien. Un marché très concentré, environ 70 à 80% de la production en fait est locale. Hein. On a 3 gros acteurs qui se partagent le marché. Là, je vous ai mis, donc il y a Chateau Indage, Sula et Grover, peut-être des noms que vous avez déjà dont vous avez déjà entendu parler. Mais voilà, un marché très concentré qui laisse pas forcément beaucoup de place aux acteurs étrangers.
En termes d'importation de vin, bon, le plus gros importateur, hein, c'est l'Australie, sans trop de surprises. Pour la France, on estime qu'en 2022, on était à peu près à 9,5% de part de marché sur les importations de vin en Inde. Alors des signaux qui, je ne sais pas comment ils vont se concrétiser sur la partie européenne, mais dans le cadre des négociations commerciales que l'Inde mène. Donc, il y a notamment eu un accord commercial qui a été signé donc récemment avec l'Australie, où il y a effectivement une forte diminution des droits de douane sur les bouteilles importées. Alors, sachant qu'il y a quand même malgré tout toujours quelques subtilités à l'indienne, toujours du fait de cette politique du Make in India et du Inde autonome, c'est que toutes les bouteilles en fait dont le prix unitaire est inférieur à 5 dollars à la bouteille ne sont pas concernées par la baisse de ces droits de douane. Donc, les droits de douane restent à 150%. Et pour ce qui est des bouteilles supérieures à 5 dollars, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez une tranche de 5 dollars à 15 dollars la bouteille et une autre tranche au-delà de 15 dollars. Bon, grosso modo, on va diminuer de moitié les droits de douane sur. Alors, ça se fait sur plusieurs années, ça se fait sur 5 ans, mais c'est ce qui a été négocié avec l'Australie. C'est probablement ce qui pourra être négociable avec l'Union européenne. Donc voilà sur le marché des vins et spiritueux. On va passer à la slide suivante. Alors, sur la propriété intellectuelle en Inde, bon, globalement, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, beaucoup de points communs avec ce que vous retrouvez en Europe, avec ce qu'a également présenté Julie pour la Chine. Bon, on garde à l'esprit qu'on est malgré tout sur une ancienne colonie britannique avec un régime de droit commun. Donc, on est sur quelque chose qui est à peu près sécurisé sur le plan législatif et réglementaire. Et pour ce qui est des marques, qui est conforme à ce qu'on peut en attendre dans le cadre de la réglementation internationale. Donc, on ne va pas avoir énormément de surprises, à la fois en termes de procédure et également en termes de défense de droit. Voilà, si la contrefaçon de votre marque est réelle, bon, bah, le juge jugera effectivement en votre faveur. Maintenant, quand on a dit ça, bon, il y a malgré tout quelques petites subtilités. Alors effectivement, on parlait de nécessité de déposer sa marque, de déposer sa marque en Chine ou en France ou ailleurs. Bon, là évidemment en Inde, ça s'applique également. Les exemples du distributeur, de l'importateur qui alors, il ne propose pas toujours, en fait, il fait le dépôt à votre place sans forcément vous tenir informé. Donc ça existe bien évidemment ici aussi. Donc ça, il faut être également très, très vigilant. Donc, on a une petite subtilité par rapport aux marques enregistrées, non enregistrées. Alors, effectivement, les marques non enregistrées sont reconnues en Inde et sont placées sous le régime du droit commun. Donc, ça, c'est pareil, c'est intéressant de l'avoir à l'esprit par rapport au délai de procédure d'enregistrement d'une marque ici, puisque même si là, je ne vous ai pas mis le délai, le temps moyen officiel qui est affiché par l'Office, parce que l'Office va vous dire, oui, bon, on est capable d'enregistrer une marque en 9 mois, 10 mois maximum. Dans la réalité des faits, on est plutôt sur du 18 à 24 mois. Donc, on est sur un processus relativement long, 18 à 24 mois quand tout se passe bien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'opposition à votre dépôt et si le dépôt a été fait de manière tout à fait carré. Donc, ce délai au long cours, il faut l'avoir à l'esprit quand on vient sur ce territoire.
Par rapport à la manière de déposer, est-ce que je dépose en caractère latin? Est-ce que je dépose dans d'autres caractères? L'Inde, voilà, c'est pareil. Également sur la langue, c'est un pays à multiples facettes. On a une langue officielle qui est l'hindi, on a une langue officielle supplémentaire qui est l'anglais. On a 22 langues qui sont classées comme reconnues, 270 comme langue maternelle et plusieurs milliers de dialectes. Donc, très compliqué effectivement de se retrouver dans tout ça. Maintenant, sur ce type de produit, voilà, on va plutôt se concentrer sur du dépôt en caractère latin. Il n'y a pas forcément nécessité de déposer en hindi parce que l'hindi, en fait, n'est compris que par même si c'est une langue officielle, c'est juste la partie nord-ouest, en fait, de l'Inde qui parle hindi, ou qui comprend le hindi. Donc, on se concentrera sur un dépôt en caractère latin, sachant que, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, votre cible client, ça va être une cible anglophone qui vit en ville et qui a l'habitude d'échanger avec l'étranger. Alors oui, j'avais mis quelques chiffres. Alors effectivement, même si j'indique que l'Inde est à la 3e place en termes de nombre de dépôts dans le monde, bon, je suis le petit poussé hein, par rapport à la Chine, hein, parce qu'on est très très loin derrière des dépôts qui sont faits, du nombre de dépôts qui sont faits en Chine. Malgré tout, l'Inde est sur le podium. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, en matière de lutte anti-contrefaçon. Alors, on a en Inde, on a voilà, sur les spiritueux, bon, il y a des réels problèmes de contrefaçon, d'alcool frelaté, et ça pose au-delà des problèmes de contrefaçon, ça pose des problèmes sanitaires réels. Sur vos produits, bon, on n'a pas forcément de visibilité parce que ça reste malgré tout un marché de niche. Maintenant, on est sur, voilà, je pense pas que les vins français soient impactés sur du recyclage de bouteilles, de la contrefaçon d'étiquettes ou du mélange et dilution du produit. Les chiffres, alors c'est toujours compliqué d'avoir des chiffres en matière de contrefaçon. On estimait que grosso modo, avant la pandémie de Covid, bon, on était à peu près à 17% en fait de produits contrefaisants dans le domaine des vins et spiritueux, 38 après. Bon, c'est des chiffres qui sont malgré tout à prendre avec des pincettes. Alors, on verra qu'en matière de lutte, hein, on a aussi des actions douanières qui sont possibles avec l'enregistrement de votre marque auprès des autorités douanières. Maintenant, il faut garder aussi à l'esprit que ce soit la police ou que ce soit les douanes, voilà, il y a encore aussi un gros travail de sensibilisation à faire auprès des équipes pour qu'elles soient en capacité d'identifier ce qu'est un produit original de ce qu'est un produit contrefaisant. Également, bon, je l'affiche et je l'assume, hein, on a également aussi un problème de corruption dans le pays, même s'il faut, c'est pas forcément très politiquement correct de le dire, mais voilà, c'est aussi un sujet qui est à prendre en compte. Donc après, une fois qu'on a vu tous les problèmes potentiels qu'on pouvait avoir, bon, je dirais que la meilleure méthode qui fonctionne ici, ça va être, voilà, ça va être la résolution du problème à l'amiable ou éventuellement la médiation. Bien évidemment, vous pouvez faire des actions auprès des tribunaux, hein, que ce soit au civil ou au pénal. Et comme je l'évoquais, on est sur un système. Alors, on
on est sur un système législatif et réglementaire qui tient la route. On a de plus en plus en fait de juges spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est quand même très rassurant, et avec des divisions spéciales qui sont intégrées par exemple, vous avez une division spéciale propriété intellectuelle à la Haute Cour de Delhi, une à la Haute Cour de Madras. C'est des choses qui vont dans le bon sens. Donc, si vous faites une action, effectivement, il y a de fortes chances qu'elle vous soit favorable. Par contre, là aussi, on est sur des procédures au long cours, c'est-à-dire que effectivement, potentiellement, vous aurez le gain de cause, mais ça sera sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir attendre 5, 6, 10 ans avant d'avoir une décision favorable par rapport à un problème de contrefaçon. Donc ça aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en justice, je dis simplement que c'est long, et donc il y aura effectivement un coût derrière, puisque vous aurez des coûts d'avocat à intégrer dans ces actions. Alors, c'est pas sur votre territoire, mais effectivement, j'avais échangé avec le représentant du comité Champagne ici en Inde. Lui, depuis alors bon, ça fait plusieurs années en fait, hein, c'est un Indien ça fait plusieurs années qu'il est là. Il n'a jamais mené d'action en justice. Il a toujours réussi à résoudre ses problèmes par la médiation ou à l'amiable. Donc ça, c'est aussi à garder. Je dirais, c'est le fonctionnement du pays, c'est aussi à garder à l'esprit. En tête. Pardon? Non, continue. Non, pardon, excuse-moi. Non, dernier point, j'en aurais fini là. Donc en termes de bonnes pratiques, bon, je vais répéter en fait ce qu'ont dit mes collègues. Bon, procéder effectivement au dépôt pour qu'on ait un titre de propriété intellectuelle qui soit opposable au tiers. J'insisterai d'autant plus sur l'accompagnement. C'est un beau pays. C'est pas un pays qui est simple, à la fois en termes de business et en termes de procédure. Donc c'est nécessaire de se faire accompagner. C'est important d'avoir quelqu'un qui va suivre votre dossier auprès de l'office, qui va le faire remonter sur la pile quand il faudra le faire remonter sur la pile. Parce que bon, voilà, ça prend beaucoup d'énergie aussi et de temps à ce que votre demande d'enregistrement soit validée. C'est avoir un réseau de partenaires de confiance. Donc ça, c'est facile à dire, c'est toujours plus compliqué à faire, mais le relationnel ici est très important. Donc il faut absolument, faut pas se dire je vais gérer ça depuis la France. Il faut venir sur le terrain, il faut rencontrer les gens et voir si effectivement le feeling passe bien. Et puis c'est alors contractualiser bien évidemment, hein, ça on n'arrêtera pas de le dire, hein, les relations commerciales et l'utilisation des droits de propriété intellectuelle. Ne pas faire confiance à votre distributeur importateur qui va déposer pour vous, hein, ça surtout pas. Surveiller le marché, c'est-à-dire effectivement être toujours à l'affût de voir s'il n'y a pas un détournement de vos droits par vos partenaires, mais également par les tiers. Et puis, je vais terminer avec un clin d'œil. Là, vous avez une photo. Alors, c'est un peu flou, mais ça se passe ici, à l'ambassade de France à Delhi. Tous les ans, donc Business France organise un testing wine. Donc sur le Sri Lanka, l'Inde. Alors l'Inde, si je me trompe pas, ils font Delhi et Bombay. L'objectif, en fait, c'est de présenter les vins des producteurs français à la communauté indienne. Et tous les ans, il y a vraiment beaucoup de monde qui vient et qui se sensibilise d'autant plus aux produits français. Je vous remercie et puis je suis à votre disposition pour vos questions. Et justement, il y en a deux de Alex Brion. La première, c'est sur votre slide « Protéger votre marque en Inde », vous indiquiez « Principe du premier utilisateur versus premier déposant ».
Pouvez-vous revenir sur ce point, en particulier dans le cadre d'un dépôt par anticipation de 2 ans avant utilisation? Alors, premier utilisateur, premier déposant, ça fait le parallèle en fait avec le principe des marques non enregistrées. C'est par exemple si vous avez alors je vais prendre l'exemple du distributeur potentiel. Vous n'avez pas encore contractué forcément avec lui, mais lui va utiliser par exemple votre marque pour son propre compte sans forcément la déposer. Et le jour où vous voudrez déposer votre marque, même si il n'a pas de marque enregistrée, s'il est capable de prouver qu'il a bien une utilisation commerciale de cette marque sur le territoire indien, eh bien, il pourra s'opposer à votre dépôt. C'est clair. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, j'espère. Alex, si vous voulez rebondir dessus. Non, ça a l'air d'être bon. Et autre question de Alex, faut-il préférer un dépôt via la voie internationale, en PI, ou un dépôt direct via un prestataire local, ce qu'on avait évoqué aussi pour la Chine? Bah, disons que ça va être, je vais faire la même Une réponse réponse de nombre? que pour la Chine. Effectivement, la procédure internationale a un intérêt si vous visiez plusieurs territoires étrangers. Si c'est effectivement uniquement l'Inde qui vous intéresse en termes de marché, voilà, on privilégiera la procédure nationale. Et une petite question perso pour moi, ce qui m'a intrigué, cette protection des marques non enregistrées. Tu peux nous en dire un peu plus? Bah, c'est le principe en fait d'utiliser un nom sans forcément faire l'acte de dépôt auprès de l'office indien. C'est le passing off, hein, c'est un héritage de la common law britannique, hein, le droit commun. Donc voilà, ça va plutôt être des actions type concurrence déloyale ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est une des, j'allais dire, l'historique restant en matière de propriété intellectuelle sur l'héritage britannique. Bien, merci. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si on prend encore une question. Je ne sais pas s'il y en a. Jean-Baptiste, du coup, je laisse le mot de la fin, sachant que pour les questions, naturellement, il y a les cabinets privés, mais vous êtes aussi en proximité sur l'Occitanie. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu un mot sur l'organisation en Occitanie et les points de relais, comme ça on clôturera sur ça, si tu en es d'accord. Oui, merci Philippe. On est une équipe de 9 experts en Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée, pour vous aider à comprendre les enjeux de la propriété intellectuelle et vous orienter selon vos besoins, et notamment à l'international, où tous les conseillers sur la carte qui s'affiche à l'écran peuvent vous renseigner et vous aider. Eh bien, Jean-Baptiste, on mettra aussi vos coordonnées si chacun d'entre eux puisse se connecter. Voilà, on en finit là. Il est presque midi moins 10. Comme l'a dit Stéphanie, on vous enverra le replay et les présentations, très certainement demain ou lundi au plus tard. On se donne rendez-vous, nous, sur le S2 pour la 3e édition de cette année de ce rendez-vous. On va laisser passer l'été, on va laisser passer la récolte des grappes et puis la vinif. Donc, le 3e rendez-vous, on le programmera quelque chose comme courant novembre ou tout début décembre, au grand plus tard, parce qu'après décembre, vous êtes sur la vente des produits de fin d'année. Donc, on va dire courant novembre, mais on vous tiendra au courant. Et si vous avez naturellement des idées, des suggestions de thématiques que vous souhaiteriez explorer à ce moment-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir en rebondissant sur les mails auxquels on vous envoie. Voilà, merci à nouveau donc à Julie, Sébastien et Jean-Baptiste. Et puis, à très vite. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Merci beaucoup.
D'accord. D'accord. Entendu. Bon. Alors.